Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Le malentendu entre le ministère de la Justice et les syndicats de magistrats est au centre d'une réunion d'urgence entre les conseils supérieurs de la magistrature et les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constat Moutamba. Et en international, au Tchad, les opérateurs du secteur de l'industrie alimentaire peuvent compter sur les consommateurs tchadiens. Le pays est compté parmi les grands importateurs de produits alimentaires. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Les comités de conjoncture économique s'est réunis à la primature ce mercredi 21 août 2024 sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Au cours de cette réunion, le gouvernement a tablé sur 3 points essentiels, à savoir les mesures envisagées pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité, l'exécution du budget d'investissement pour le restant de l'année ainsi que la bonne exécution de la paie du secteur public. Jojo Blam. Cette réunion a examiné 3 points essentiels. Il s'agit de mesures pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité, l'exécution du budget d'investissement pour le restant de l'année, ainsi que la paie du secteur public. Pour ce qui est des allègements fiscaux, le comité de conjoncture économique a annoncé que le gouvernement prépare de nouvelles mesures. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques, mais aussi des populations dans cette partie du pays. S'agissant de l'exécution du budget d'investissement, le gouvernement va débuter avec le décaissement de fonds pour financer le programme de développement local de 145 territoires et la campagne agricole qui sera bientôt lancée par le gouvernement de la République. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale, et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Les paiements des salaires des agents publics et fonctionnaires de l'État connaissent une régularité au cours de ces mois d'août. Le gouvernement a pris des mesures patriotiques pour tous les fonctionnaires de recevoir leur salaire avant les 28e jours de chaque mois. Avant la fin du mois, le gouvernement tient à ce que la paie s'exécute dans le mois. Et le gouvernement, bien sûr, demande également aux institutions qui accompagnent la paie, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire. Et cette régularité de la paie est une étape cruciale dans la gestion de finances publiques.
Et après avoir interpellé les syndicats de magistrats la veille, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, a convoqué d'urgence une réunion de son institution à laquelle il a associé le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba. Au menu de cette rencontre, le malentendu entre le ministère de la Justice et les syndicats de magistrats. Après cette séance de travail, le ministre d'État, Constant Mutamba, s'est exprimé en ces termes. Je vous rappelle seulement que vous êtes d'abord magistrat, vous êtes membre d'un pouvoir, ce qui fait que votre action syndicale doit se démarquer, doit montrer réellement que dans votre ou dans vos revendications, vous tenez compte du fait que vous êtes des hommes et des femmes d'État. L'opinion qui se dégage maintenant, parce qu'on est appelé de toutes parts, je prends le langage de la rue, il y a un bras de fer entre les magistrats et le ministre d'État, ministre de la Justice. Et cette image-là ne peut pas être acceptée. Faisons en sorte que ce qui s'est fait ne se reproduise plus de la même façon. Là, c'est le président du CSM qui vous parle. Y a-t-il des problèmes à régler? Vous connaissez la procédure, allez vers l'autorité concernée. Mais parce que vous le faites même avec nous. Vous le faites même avec nous. Quand on sent que le corps a été visé, quoi de plus légitime que de faire un pas vers l'autorité qui aurait touché ou piétiné le prestige, si c'est de cela qu'il s'agit. N'oublions pas que quelquefois un mot peut être sujet à incompréhension et faire croire à l'inimitié, faire croire à un problème là où il n'y a pas de problème. Dans un autre chapitre, lors de son intervention à la 19e édition du Business Conclave Creating on the Future entre l'Inde et l'Afrique, qui se tient à New Delhi, le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Louis Watoum, a évoqué les opportunités qu'offre la RDC en termes d'affaires avec toute la potentialité en ressources naturelles, une occasion pour le représentant du gouvernement congolais de rendre un vibrant hommage au président de la République Félix Tshisekedi, qui ne ménage aucun effort pour la promotion de l'image positive de la RDC auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux, sans oublier les investisseurs directs étrangers. Capitale de la République de l'Inde accueille la 19e édition du Business Conclave organisé par la Confédération des industries indiennes, CII en sigle, du 20 au 22 août 2024. Des rencontres de haute portée permettant de renforcer les liens d'opportunités d'affaires sur le plan mondial. La République démocratique du Congo est bel et bien présente à ses assises. Le ministre national de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, et Teddy Luamba, ministre national des Ressources hydrauliques, défendent valablement les couleurs du pays en présentant les opportunités qu'offre la RDC devant la communauté d'affaires indienne et en présence de ses collègues panélistes. Le patron de l'industrie congolaise, Louis Watoum Kabamba, lors de son intervention à la séance de ce mercredi 21 août 2024, centrait son speech sur les opportunités qu'offre la RDC en termes d'affaires. Il était question des opportunités d'affaires en Afrique. Et nous avions devant nous une audience de la communauté d'affaires indienne qui est très déterminée, très engagée à venir investir en Afrique en général. Avec mes collègues panélistes, chacun évidemment a donné son point de vue. Et le mien c'était surtout axé sur les opportunités qu'il y a dans notre pays en RDC. Que ce soit en énergie, en infrastructure, que ce soit en agriculture, que ce soit dans les soins de santé, que ce soit dans le digital. Nous avons parcouru toutes ces opportunités-là, bien sûr les mines aussi. Le Congo est ouvert pour les affaires, ils sont les bienvenus. Et j'ai même cité certains de leurs compatriotes qui sont déjà au pays, qui ont réussi.
c'est pour dire que c'est faisable. Qu'il cesse de trop écouter cette presse qui donne une perception négative de notre pays. Il a en outre rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le travail de titan qu'il abat dans la promotion du pays. J'ai également félicité le chef de l'État pour le travail qu'il abat, un travail excellent, un travail qui fait constamment la promotion de notre pays et que nous devons tous soutenir. Grâce à ses ressources naturelles, la République démocratique du Congo est donc ouverte pour les opportunités d'affaires. On va parler environnement dans ces journaux. Depuis 30 ans, la population de l'Est de la République démocratique du Congo souffre de la violence. Les conflits est à nouveau très vif et touche la périphérie de la ville de Goma au nord Kivu et le parc national des Virunga, le plus ancien du pays. Certaines organisations écologistes telles que RIA au RDC continuent de faire le plaidoyer, organisent de marches pacifiques pour le retour de la paix et surtout pour appeler la communauté internationale à la solidarité pour protéger le civil et la nature dans les forêts primaires. De plus en plus de détails avec Dieudonné Bouanali. La population de la partie orientale de la République démocratique du Congo subit une violence terrifiante faite de massacres, viols et pillages au cours des 30 dernières années. Le conflit a déjà fait des millions de morts. Des centaines de milliers de personnes sont en fuite, beaucoup vivent dans des bidonvilles près de Goma et en Ouganda. Dans une telle situation d'insécurité, la protection de la nature est vouée à l'échec. Cette région abrite pourtant une biodiversité extraordinaire. Le parc national de Virunga, avec ses gorilles, est célèbre dans le monde entier. L'anarchie contribue à l'extraction de l'or, du cobalt et du coltan dans des conditions inhumaines et à leur exportation en contrebande, notamment vers l'Ouganda et le Rwanda voisins. Des groupes armés profitent en partie de l'extraction et de la contrebande de ces minéraux de sang. Les organisations de défense des droits humains, telles que RIAO RDC, dirigées par M. Jean-François Mombia Atuku, dénoncent de plus en plus les génocodes, un génocide basé sur l'exploitation économique des richesses du Congo. À cela s'ajoute la spoliation des terres de nombreux villages pour des crédits carbone, afin que les groupes pétroliers et autres entreprises occidentales puissent améliorer leur bilan climatique. Jean-François Mombia est conscient du fait que les manifestations et les pétitions ne mettent pas fin à la violence et à l'exploitation. Voilà pourquoi son organisation RIAO RDC projette d'organiser prochainement une marche pacifique, un puissant plaidoyer pour dénoncer la violence contre la nature et la violation des droits de l'homme. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Jean-François Mombia Atuku. Il est président de l'ONG environnementale RIAO RDC, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Monsieur Jean-François, vous êtes président d'une ONG de développement évoluant dans les secteurs de l'environnement dénommée RIAO RDC. Parlez-nous un peu de votre ONG. Bon, le RIAO, c'est un organisme congolais de protection et d'assistance sociale qui regroupe à son sein 256 ONG membres et 367 associations paysannes à travers toute la République. Voilà. Quels sont les objectifs justement de votre ONG? Oui, bon, essayer un peu de réduire la pression, toutes les pressions humaines sur la vie de l'homme, donc réduire un peu la souffrance de l'homme. Nous sommes des sonnaires d'alerte. À chaque fois qu'il y a des problèmes chez nous, on essaie de dénoncer, parler, dire tout haut ce que les autres se disent tout bas. Et voilà un peu, en gros, les objectifs de notre organisation. Monsieur François, nous avons appris que vous avez lancé une pétition en ligne pour sauver le retour de la paix et sauver la nature à l'est du pays. De quoi s'agit-il? Bon, en fait, c'est une manifestation démocratique autorisée. C'est au nom de la solidarité internationale, puisqu'on a été ça et là. On arrête de dire un peu ce qu'on voit, comme je l'ai dit tantôt, sonnaire d'alerte. Nous dénonçons les injustices auxquelles la RDC fait face vis-à-vis de la communauté internationale. Il n'y a pas longtemps, un parlementaire
européen s'est posé la question. Il a posé la question à la ministre des Affaires étrangères belge. Madame la ministre, la vie d'un Congolais est-elle différente de celle d'un Ukrainien? Donc, on ne souhaite pas qu'on tue les gens et mal rester mal, même si tout le monde le faisait. Mais seulement, pourquoi ces 2 poids, 2 mesures? Lorsqu'il y a un problème en Occident, il y a un problème en Orient ou quelque part. En tout cas, c'est toutes les forces qui se déchaînent tout de suite. On lance des mandats d'arrêt internationaux pour ceux qui commettent des gaffes. Mais chez nous, ça fait 30 ans, jour pour jour. En tout cas, on tue les gens. Des millions de personnes assassinées, tuées à l'Est, des milliers, plusieurs centaines de milliers de femmes violées. Mais en tout cas, les médias internationaux comme tels n'en parlent pas tellement. Mais à chaque fois, il suffit seulement qu'une autorité congolaise commette une petite erreur. En tout cas, ça passe au créneau. C'est comme si notre vie à nous, ce n'est pas une vie comme toutes les autres vies. Aujourd'hui, on parle de la RDC comme pays solution par rapport à la problématique du réchauffement planétaire et consorts. Ils ont demandé au Congo d'avoir des réserves naturelles, des parcs et tout ça. Mais, chose grave, ce sont les organisations même, les sociétés de toutes ces grandes puissances internationales qui viennent encore exploiter. C'est le cas du parc de Virunga. Nous avons vu une société belge. On a déguerpi les pygmées, les autochtones pygmées qui étaient dedans. Ils ont même défriché les champs de plantations de communautés qui étaient là-bas et pour déguerpir tout le monde dehors. Au nom de la protection de l'environnement, de la biodiversité. À un moment donné, c'était une société belge qui vient exploiter le pétrole en plein parc. Alors, face à toutes ces injustices, nous nous sommes dit carrément qu'on doit venir un peu au secours. On doit lancer un appel à la communauté internationale, puisque nous appartenons à plusieurs réseaux internationaux. Comment comptez-vous procéder au fait? Oui, déjà, c'est hier même qu'on a lancé la pétition en allemand comme en français, en anglais. Mais aussitôt lancé 2 heures seulement après, il y a eu plus ou moins 17 000 signatures. Aujourd'hui, déjà, nous sommes dans les 20 000 signatures. C'est que dans 3, 4, 5 jours, on va atteindre 100 000 signatures. Et une contrainte que nous voulons faire, on fait appel aux institutions internationales. L'ONU doit prendre les massacres au Congo, les génocides congolais donc en considération. Et l'Union européenne, toutes les grandes institutions, et non seulement prendre en considération, les préjudices doivent être, justice doit être faite et préjudice doit être réparé. Que les auteurs de tous ces crimes-là puissent être pris en charge par la justice internationale, si cette justice internationale existe réellement. Et à part les pétitions, il y a d'autres procédures? Oui, nous organisons, nous sommes en train de préparer une marche le 11 septembre. On est en train de voir avec nos autorités comment ça peut se faire bien, puisque c'est vrai qu'il y a des zones qui sont dites des zones neutres, des zones où là où on ne peut pas marcher. Nous sommes en train de voir ensemble comment ça va se passer. Une marche doit être organisée. Tous les grands acteurs, en tout cas africains, au nom du panafricanisme, vont descendre ici avec leurs drapeaux. Nous allons marcher pour dénoncer le génocide ici au Congo. On doit le prendre en charge, puis ça doit prendre fin. En tout cas. Ça doit prendre fin. Monsieur Jean-François Moumbia, merci à vous de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, madame. On va poursuivre avec l'actualité en réponse à la menace croissante de la variole simienne qui frappe une grande partie de l'Afrique. L'Organisation internationale pour la migration lance un appel urgent pour récolter 18,5 millions de dollars. Cette somme vise à fournir des services de santé cruciaux aux migrants, personnes déplacées à l'intérieur de leur pays et communautés d'accueil, toutes particulièrement vulnérables face à cette épidémie. Maris Boleli au commentaire. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale des migrations, exprime son inquiétude. La propagation de la variole simienne dans cette région est alarmante, surtout pour les migrants, les populations mobiles et les communautés déplacées qui sont souvent négligées en période de crise. Il est impératif d'agir rapidement pour protéger le plus exposé et atténuer l'impact de cette épidémie. La pox, maladie présente dans la région de plus de 10 ans, a récemment connu une recrudescence inquiétante. Le 14 août, l'Organisation
L'Organisation mondiale de la santé a classé la variole simienne comme une urgence de santé publique de portée internationale. La République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, a déjà signalé plus de 15 000 cas suspects et 537 décès. D'autres pays tels que le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l'Afrique du Sud et l'Ouganda ont également enregistré des cas confirmés. Le virus se transmet de l'animal à l'homme par contact étroit, que ce soit avec des personnes ou des animaux infectés, via le gouttelette respiratoire, le sang, le fluide corporel ou les lésions. Ces symptômes incluent fièvre, éruption cutanée, maux de tête, maux de gorge, douleurs musculaires, gonflement de ganglions lymphatiques et des douleurs dorsales. Les migrants, les personnes déplacées et les populations très mobiles courent un risque accru d'infection en raison de leurs conditions de vie précaires et de leur mobilité constante, ce qui limite leur accès aux soins médicaux. Pour remédier à cette situation, l'Organisation internationale de migration a élaboré un plan de préparation et de riposte qui se concentre sur la réduction de risques d'exposition et sur le renforcement de capacités de réponse dans les zones les plus vulnérables. Le 18,5 millions de dollars sollicités permettront de financer de mesures de lutte et de prévention, en particulier aux frontières, et de soutenir les personnels de santé ainsi que les agents de première ligne. Les plans incluent également des initiatives de sensibilisation pour informer les populations à risque et à renforcer la coordination transfrontalière dans la lutte contre la variole du singe. Cette riposte s'inscrit dans le cadre du mandat de l'Organisation internationale des migrations visant à améliorer les systèmes de santé le long des principaux itinéraires migratoires en combinant surveillance de la maladie et gestion de la mobilité. Et à quelques jours de la rentrée scolaire, chaque parent s'empresse dans différents marchés de Kinshasa pour se procurer des fournitures scolaires, les uniformes, cahiers, chaussures, cartables, stylos que privilégie le parent à quelques jours de la rentrée des classes. Et combien coûte en moyenne une trousse scolaire par enfant à Kinshasa? La rédaction de Géopolis et Télévision est allée s'enquérir de la situation dans le marché de la capitale congolaise. Suivez ce reportage de Rachel Misenga et Giscard Tamba. Pour le parent, l'une des préoccupations majeures à la rentrée scolaire est les budgets nécessaires pour équiper leur enfant. Alors, combien coûte la fourniture scolaire pour un enfant à Kinshasa? Bien que le coût puisse varier en fonction de marques, des promotions disponibles et des besoins spécifiques de l'école, voici une estimation générale des dépenses à prévoir pour un citoyen lambda. Les fournitures de base sont indispensables. Les prix d'un paquet de cahiers de bonne qualité, 200, 100 pages et 96 pages, oscillent entre 9 000 et 10 000 francs congolais. En général, un enfant aura besoin de 10 à 15 cahiers pour l'année. En prenant en compte différents formats, le coût total de cahiers s'élève à environ 38 000 francs congolais, soit environ 14 $ américains. Les cahiers doivent également être protégés par des couvertures. Pour 4 cahiers, les couvertures coûtent 2 000 francs congolais et pour 15 cahiers, le coût est environ de 8 000 francs congolais, soit environ 3 $ américains. Les stylos et les crayons coûtent environ 1 à 2 $ par paquet. Les règles se négocient entre 1 000 et 2 000 francs congolais selon leur longueur. Pour le cours d'art ou d'activité créative, le matériau nécessaire inclut les crayons de couleur, des feutres et de papier à dessin. Les prix de paquets varient entre 5 à 10 $ américains. Certains cours peuvent nécessiter de fournitures spécifiques comme de règles, des compas et des équerres qui se vendent entre 2 à 5 $ pour un set complet. Une calculatrice coûte entre 10 et 20 $ américains. Les cartables et sacs d'école varient en prix selon leur qualité et leur marque. Un cartable standard peut être acheté pour environ 10 à 35 $ américains, tout comme les ketchs. Sur l'avenue du commerce, les prix de chemises d'uniforme prêt-à-porter sont d'environ 15 000 francs congolais la culotte et également 15 000 francs congolais la jupe prêt-à-porter coûte en moyenne 18 000 francs congolais et les pantalons est environ 25 000 francs. La gourde peut être achetée pour 2 000 francs en fonction des exigences spécifiques de l'école ou de préférences personnelles, il peut y avoir de coûts supplémentaires. En additionnant toutes les catégories, le budget total pour les fournitures scolaires pour une année par enfant peut varier entre 60 à 100 $ américains. De nombreux habitués conseillent aux parents de visiter le maximum de magasins possible avant de faire leur achat pour comparer les prix avant d'acheter en gros ou en groupement avec d'autres parents pour bénéficier des réductions ou encore de récupérer les fournitures le moins abîmées et non utilisées de l'année précédente.
Et dans le même chapitre, la rentrée scolaire 2024-2025 prévue pour le lundi 2 septembre 2024, comme à l'accoutumée, en cette période, chaque parent s'attisse pour offrir le nécessaire à leurs enfants en termes de fournitures scolaires. À quelques jours de ces nouveaux cycles scolaires, le vendeur à Kinshasa se plaint de préparatifs qu'il estime timides malgré l'instruction de la ministre de l'Éducation nationale. Certains établissements scolaires imposent aux parents l'achat de fournitures scolaires à l'école et la compte de frais en devises. Les détails dans ces dossiers du jour concoctés par Rachel Misenga et Juscar Tamba. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire prévue pour le 2 septembre, le vendeur du grand marché de Kinshasa, communément appelé Zondo, constate une baisse significative de ventes. Selon certains, la crise sociale qui frappe le pays serait à l'origine de cette situation. L'année passée, ça a été bien. Vous avez déjà après 3 semaines, tout le monde a fait qu'il y a au Sombabilo. Mais année au Pendado, tant de vendre. To vandi ka boba kilia bazate to teka te to comprendre te so ba yeba tunika to zimbo to yabo tisi ko bazo zambo to ba zambo te to comprendre biloko e marché bien te to comprendre te ba futi ba to te banda to yaki de ko mondi we to teka te to fandika we to kitina pake kai na 8500 to zo teka te nini moko te ndo moninga na zabu. Cependant, pour d'autres, les expatriés chinois, libanais et pakistanais qui vendent même au détail à des prix très bas attirent le rare Quinois qui viennent acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants et proches, et c'est au vu et au su de l'État. Mbongo ezate et puis pe mundela zote keloko moko na magasin. Biso ba mboka fallait to bénéficier na détail pour biso to sombela ba na dégo. Mais biso to bénéficier te pour ba pe ba te kana moko. L'effet que certains parents soient contraints de payer le fourniture scolaire directement à l'école où leurs enfants sont inscrits malgré une note circulaire du 7 août de la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté Raïssa Malou qui avait instruit les directeurs des provinces éducationnelles de ne pas imposer de frais supplémentaires, explique également cette situation. Cela a évoqué un ras-le-bol chez certains parents. Même tato kendaki ko vérifier manga bana na classe bazo ko exiger ba compte toujours en dollars en plus na ba biloko moko ya mike ko somba ka pa na bango ba biloko ngo o kute ko zala ya ofele o biso kala to tangela ka ngo ya ofele mais lelo ko mika ka kopesela ngo ba mbongo tout ça là mbongo ngo bazo tia na franc kaka ba dollar na dollar l'état yo moko zo ka disposition makambo po o le ka pe sur le terrain ko contrôler ka na munoko te le kaka na ba école po ba qu'est-ce qui se passe parce que ko lo ba na munoko o lobi na yo aussi kaka ndengwana makamu tubino l'état bolobaka na munoko mais si le terrain beaucoup maraté. Néanmoins, ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Une femme venue spécialement de Boma pour acheter le fourniture scolaire pour ses enfants témoigne de la diversité des situations. Il est important de noter que la rentrée scolaire 2024-2025 se déroulera dans un contexte particulier marqué par l'épidémie de Mpox. En plus des efforts nécessaires pour envoyer les enfants à l'école, les parents sont appelés à collaborer avec le gouvernement pour garantir la sécurité sanitaire de tous les enfants en âge scolaire. Et en sport, le dirigeant du comité olympique congolais se partage l'argent de la bourse de Marcela Sakobi Mathieu, selon le manager de la boxeuse d'après Godefroy Mwamba. Le comité olympique international envoyait à Marcela Sakobi 10 000 $ chaque trimestre pendant 2 ans pour un total de 80 000 pour le 8 trimestres, alors que le comité olympique national remettait à la dernière que 1 500 $ pendant 3 trimestres sur le 8 suivait. Il faut dire que c'est un problème au niveau
du comité olympique, parce que de mon point de vue, au niveau international du comité olympique international, il y a des mesures de compensation pour équilibrer les faiblesses des gouvernements. C'est pourquoi certains pays ne bénéficient pas de bourses de solidarité olympique, mais plutôt des pays du tiers-monde, et l'Afrique particulièrement, la RDC, nous bénéficions de bourses de solidarité olympique pour permettre à ce que la faiblesse des moyens mis à la disposition des athlètes qui vont aux Jeux olympiques par le gouvernement congolais soit compensée par la bourse de la solidarité olympique. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, le comité olympique national n'a pas été à la hauteur d'une gestion orthodoxe. Je prends le cas de Marcela Sakobi. Elle ne devrait pas toucher le montant qu'elle touchait. Et plus ou moins $1500 par trimestre, sur 3 trimestres au lieu de 8 trimestres, c'est déjà un problème. En principe, la solidarité olympique donne plus ou moins à peu près $10 000 par trimestre. Donc si nous comptons les 8 trimestres sur les 2 années, ça fait $80 000. Mais Marcela Sakobi n'a même pas touché $5 000, que je sache. Et il n'a même pas bénéficié des avantages qui sont liés au temps d'entraînement. Il n'a pas bénéficié des avantages liés à sa santé, parce que dans la somme qui vient pour la solidarité olympique, il y a le camp d'entraînement et il y a la prise en charge de la santé. Ça vient du CIO vers le comité olympique national. Et là, le comité olympique national devrait verser directement à l'athlète. Mais malheureusement, il s'est fait que il y a eu discussion, ou il y a eu collaboration malheureuse entre la Fédération congolaise de boxe et le comité olympique, et c'est cela qui a fait qu'on a privé à Marcela les moyens qu'il lui le comité olympique national. Et là, le comité olympique national devrait verser directement à l'athlète. Mais malheureusement, il s'est fait que il y a eu discussion, ou il y a eu collaboration malheureuse entre la Fédération congolaise de boxe et le comité olympique, et c'est cela qui a fait qu'on a privé à Marcela les moyens qui lui étaient donnés par le comité olympique international pour pouvoir préparer. Donc à ce niveau-là, la responsabilité revient d'abord au comité olympique national, qui est à lui de citer les complices avec lesquels ils ont trempé dans cette malversation ou dans cette ignominie. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Au sommaire, le Tchad est un importateur net de produits alimentaires comme la majorité des pays d'Afrique centrale. Cette situation laisse entrevoir des opportunités d'investissement dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire pour les opérateurs privés. Blaise Kouzola. Au Tchad, l'entreprise Axtor, filiale du leader turc des équipements de meinerie à la Pala, vient de signer un accord avec l'entreprise agroalimentaire MENA Food Tchad portant sur la construction d'une unité de fabrication de pâtes alimentaires. Selon les informations relayées par les sites spécialisés World Grain, l'installation sera équipée pour produire 2 tonnes de pâtes alimentaires par heure. D'après le responsable du projet, les travaux de construction devraient débuter dans le courant de l'année 2024 et l'unité est prévue pour entrer en service au cours du premier semestre de l'année 2025. Il s'agira en outre de la première unité de fabrication locale de pâtes alimentaires dans les pays. Plus largement, cet investissement pourrait à terme contribuer à réduire la facture des importations de pâtes alimentaires au Tchad. Les données compilées sur la plateforme TradeMap indiquent que le pays d'Afrique centrale s'est procuré environ 22 000 tonnes de pâtes alimentaires d'une valeur s'élevant à plus de 13,7 millions de dollars sur le marché international en 2023. L'Australien Toubani Ressources est propriétaire au Mali du projet Kobada qui héberge 2 millions d'onces d'or de ressources minérales, indique que la compagnie s'active pour boucler une étude de faisabilité sur le projet et obtenir les autorisations nécessaires pour l'exploitation d'une mine d'or. Suivez.
Toubani Ressources a annoncé le 21 août une levée de fonds à hauteur de 10 millions de dollars australiens, soit 6,7 millions de dollars, grâce à un placement d'actions. Soutenu par plusieurs gestionnaires de fonds australiens, l'opération permettra de financer le développement de son projet aurifère Kodaba au Mali. Le produit net du placement, complété par les liquidités existantes de la compagnie, servira à finaliser l'étude de faisabilité en cours sur le projet. Une partie des fonds sera utilisée pour des forages à circulation inverse et au diamant, ainsi que pour d'autres activités liées à l'obtention des autorisations nécessaires pour exploiter la future mine. Avec l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local au Mali l'année dernière, et l'adoption des décrets d'application cette année, Toubani peut désormais accélérer le processus d'obtention du permis minier pour Kodaba. Le projet peut accroître la production annuelle du pays avec ses 2 millions d'onces d'or de ressources minérales indiquées. Ce journal est terminé. Je vous rappelle les différents titres. Le malentendu entre le ministère de la Justice et les syndicats de magistrats était au centre d'une réunion d'urgence entre les conseils supérieurs de la magistrature et les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Costa Moutamba. Et en international, au Tchad, les opérateurs du secteur de l'industrie alimentaire peuvent compter sur les consommateurs tchadiens. Le pays est compté parmi les grands importateurs de produits alimentaires. Et voilà, c'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.